Bien le bonsoir à vous tous, chers internautes, et soyez les bienvenus à cette 6e diffusion dans le cadre du Festival d'épouvante gredesque. J'aurais nommé notre ultime table ronde portant sur le design de jeu et la dramaturgie avec Anne-Catherine Choquette et David Kliss. Nous allons rejoindre nos invités dans quelques instants, ne vous en faites pas. Le festival est déjà bien entamé, mais on ne fait jamais 203. Voici donc un petit rappel. Donc, le Festival d'épouvante gredesque se déploie en 2 temps tout au long du mois d'octobre. Il y a d'abord la programmation principale, les samedis à 17h, où on vous présente des parties du jeu de rôle Purgatory House. Pendant ces diffusions, 2 groupes de 5 interprètes sont invités au cœur d'un terrifiant manoir hanté. Et tous et toutes doivent lutter pour leur survie. Samedi dernier, on a eu droit au déboire sanglant des scélérates et scélérats. Et les parties de jeu sont intercalées de tables rondes, comme ce soir, le mercredi à 18h, où on discute des sujets théoriques soulevés par le festival. Qui plus est, on termine les diffusions du mercredi avec des courtes prédictions pour la séance à venir. Ce soir, on va se pencher sur les survivantes et survivants des groupes précédents. Suffit les préambules, introduisons sans plus attendre notre panel de ce soir. Avec nous, dans le coin inférieur droit, nous avons Anne-Catherine Choquette. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Anne-Catherine. Donc, toi, tu as complété ta formation de comédienne à l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2014 et tu as fait près d'une vingtaine d'apparitions sur les planches au théâtre depuis. Tu fais également plusieurs apparitions dans l'infosphère ludique, notamment sur Internet avec A2Game que l'on retrouve sur Facebook, Instagram et YouTube. Anne-Catherine, bienvenue à notre 3e table ronde. Oh, merci, merci. Et dans le coin supérieur droit de ce côté-ci, nous avons David Kliss. David, tu joues à des jeux, tu joues à l'impro, joueur de presque tout en fait. Tu es cofondateur et directeur général des productions Ludopolis, un organisme à but non lucratif qui concentre ses activités aux 4 coins du domaine ludique. Ludopolis chapeaute notamment les listes jeux de société et le festival Montréal Joue qui est sous ta supervision depuis 2015. David, très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Ben, le plaisir est partagé. Merci, j'ai très hâte de discuter avec vous. Oh yeah! Et donc, pour compléter cette distribution, dans le coin supérieur gauche, nul autre que le maître du jeu du Festival d'épouvante gredesque, vilain et sadique, l'incorrigible Félix Basque. Oh, Félix, faudrait que tu mettes ton micro en mode vocal. Ah oui, je disais bonsoir. Ah, bonsoir! Donc, ce soir, on se lance dans des questionnements sur la conception de jeux, d'œuvres, d'expériences en somme, parce que le jeu, tout comme l'art, c'est conçu comme une expérience, donc comme un moment à vivre en compagnie de l'objet. Puis malgré cette correspondance fondamentale, le jeu tend à être plutôt un système à travers lequel on peut repasser plusieurs fois pour l'actualiser différemment, tandis que la dramaturgie, pour en revenir au théâtre, elle se concentre davantage sur le peaufinement d'une expérience unique. Donc, j'aimerais peut-être ouvrir la discussion en vous laissant peut-être nous partager un exemple de jeu, de spectacle-jeu, qui sait, qui aurait pu vous marquer. Donc, David, aurais-tu une première exemple à nous partager? Ouais, salut. En fait, il y en a plein des exemples. C'est 2 univers en fait, qui se recoupent énormément. On pourrait croire à la définition que tu fais que c'est vraiment 2 trucs complètement différents parce que, bon, évidemment, le jeu, c'est une panoplie de règles, de contraintes. On pourrait penser que c'est relativement linéaire, alors que linéaire ou absolument abstrait selon le type de jeu, absolument chaotique. Alors que le théâtre, il y a un texte, il y a des pratiques, on répète, on sait d'avance où est-ce qu'on s'en va. Il y a des tâches qui sont allouées à chaque membre de l'équipe. Mais en fait, dans les jeux, sous toutes les formes, jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, on a vu l'éclatement des genres. Puis dans le théâtre aussi, tu sais, puis bon, tu l'as mentionné, moi, je fais de l'impro depuis super longtemps. Puis l'impro, c'est peut-être pour moi l'ultime exemple à mi-chemin entre les deux, entre le sport, le jeu, le spectacle, la performance artistique. On retrouve tous ces éléments-là. Donc, il y a un jeu, il y a des points alloués à des équipes. Puis, évidemment, il existe plein de types de spectacles d'improvisation.
puis de plus en plus de jeux qui incluent l'improvisation, puis qui incluent des éléments de bluff, de performance, de création de personnalité, de personnages. Là, évidemment, on va parler de jeu de rôle, mais le jeu de rôle, c'est une forme de match d'impro et une forme de spectacle de théâtre qui n'est juste pas sur scène, en général. L'improvisation, effectivement, on en a parlé aussi la semaine dernière avec Frédéric Barbucci qui nous accompagnait, qui lui aussi joueur d'improvisation. Puis effectivement, les recoupements entre le jeu de rôle et l'improvisation théâtrale étaient nombreux, effectivement. Et bon, je serais curieux, Anne-Catherine, aurais-tu, pour ta part, une expérience ludique ou théâtrale, ou peut-être un hybride des deux qui t'aurait marqué? Moi, c'est peut-être un peu poche, puis peut-être que les gens ont ce souvenir-là des pièces de théâtre du secondaire qui tripaient pas. Mais moi, les pièces de théâtre interactives où est-ce qu'on pouvait monter sur le stage pour empêcher que le petit personnage se fasse intimider, ça me faisait capoter. Je me rappelle plus le nom exact. Je sais que nous, on appelait ça de l'impact théâtre parce qu'on avait un impact sur la vie des personnages. Mais moi, ça me jetait à terre que les comédiens soient obligés de jouer avec notre proposition. C'était comme du jamais vu pour moi là, d'aller changer la donne de leur pièce, là, de sauver le petit Timmy de l'intimidation. Ça berçait mon âme. Ça comblait ton souhait de vouloir intervenir dans les films où tu n'avais pas pu le faire avant cette expérience-là. Exactement. Puncher Malfoy, tu sais, avant qu'Hermione le fasse, ça Ouais, vient. surtout dans les films d'horreur où t'es comme, ben non, va pas ouvrir la porte, restez en gang. Ouais. C'est la base. Théâtre d'intervention, c'était parfait. Nous, on appelait ça théâtre d'intervention. J'adorais ça. Mhm. Ben justement, David, tu tends vers les films d'horreur où on aurait envie de puncher les survivants. Peut-être que Félix aurait envie de faire le pont avec comment est-ce qu'il a pu développer la partie du jeu de rôle de Purgatory House, qui est justement un jeu de rôle, mais aussi un spectacle. Donc, comment est-ce qu'on en arrive à cette espèce d'hybride-là? Félix? Ah oui, excuse-moi, je vous ai perdu quelques instants. Pas de problème. Est-ce que tu peux me relancer la question? Oui, bien Je sûr. viens juste de revenir. Donc ça, David nous ouvrait sur la question de l'horreur, puis sur le fait qu'on avait peut-être parfois envie de puncher les survivants. Ce qui translate tranquillement vers le Festival d'Épouvante Credesque, donc où on présente une partie du jeu de rôle qui est aussi un spectacle. Donc je me demandais comment est-ce qu'on pouvait en arriver à une proposition de ce type-là. Des jeux de rôle spectacles, je pense que dans les dernières années, ça commence un peu à prendre de l'intérêt, surtout avec les podcasts. Il y a beaucoup de contenu YouTube qui touche aux jeux de rôle. Il y a des gens qui vont regarder des gens jouer aux jeux de rôle est de plus en plus commun. Puis après, il y a quelque chose de quand même différent parce que lorsqu'on joue aux jeux de rôle pour le plaisir, on le fait pour soi, on le fait pour les autres autour de la table. Lorsqu'on le fait pour mais sachant qu'il y a des spectateurs, il y a un côté divertissement. Les joueurs deviennent un peu plus. On cherche à divertir, que ce soit par, comme j'oserais dire, de la triche ou des décisions pernicieuses de la part de leur personnage. On veut puncher un peu comme un match d'impro à quelque part. Fait que je dirais que pour, euh, pour conclure tout ça, comment on produit ça, mais c'est avec quand même une grande conscience des spectateurs. Dans ce cas-ci, on savait qu'on avait 3 épisodes à prévoir. Fait qu'on a pensé toute la formule comme ça. On voulait que ce soit pas trop long pour que ce soit facilement écoutable. Fait qu'on a choisi un jeu de rôle dans lequel il n'y a pas trop de règles, pour que ce soit facile à suivre. On a choisi beaucoup de participants avec le but d'en tuer beaucoup en cours de route pour que ça fasse un genre de côté compétitif un peu à la Survivor. Tout ça. Donc, je crois que c'est pas forcément des décisions qu'on aurait prises pour jouer à ce type de jeu-là de façon récréative. Définitivement.
Puis donc, ça a soulevé la place du spectateur dans le contexte du festival. Puis effectivement, quand on joue à des jeux de rôle, habituellement, ça se joue en petits groupes fermés. C'est rare qu'on joue devant public, quoique, comme tu l'as mentionné, ça se fait de plus en plus. Puis on constate aussi la montée du backseat gaming, notamment sur Twitch, où on peut écouter plusieurs balados de jeux de rôle, où on peut penser à Critical Role, par exemple. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très présent. Mais la question du joueur et du spectateur va nécessairement varier en fonction du contenu qu'on souhaite proposer. Donc, dans un jeu, on s'adresse à un petit groupe de personnes qui se connaissent habituellement, tandis qu'au théâtre, on va s'adresser à une foule de spectateurs, quelque chose d'un peu moins interactif, disons. Donc, comment est-ce que ce rapport-là aux spectateurs ou aux joueurs, joueuses est traité dans ces différents médias-là? C'est une autre question sur laquelle j'aimerais vous relancer. Je vais ouvrir le bal. Évidemment, c'est super intéressant, mais comme tu le dis, il y a de plus en plus de formats de jeu qui permettent justement l'écoute. En fait, c'est peut-être plus pas tant les formats de jeu que les technologies puis l'intérêt pour le jeu. Bon, dans le jeu vidéo, dans le jeu de rôle, c'est de plus en plus flagrant. Dans le jeu de société aussi, en fait, ce que font Etu-Game, en faisant différents formats de présentation de jeu. Je vais laisser Catherine en parler. Mais finalement, quand on joue à un jeu qui ait des spectateurs ou non, les autres joueurs et joueuses sont aussi spectateurs de nos performances respectives. Quand tu es joueur ou joueuse, tu as une forme de performance qui n'est pas juste une performance scénique, bien que dans les jeux de bluff, il y a une question de performance énorme, que ce soit dans la compréhension des codes pour mentir ou pour comprendre les mensonges des autres, dans les jeux de déduction, dans les jeux de rôle, disons de table, style le loup-garou et compagnie. Là aussi, il y a une question de performance qui est importante par rapport à non pas des spectateurs, mais des joueurs qui deviennent spectateurs. Puis il y a aussi une question de performance dans l'optimisation des mécaniques de jeu. Tu performes, on emploie ce terme-là aussi pour dire, par exemple, quand tu réussis plein de saving throws dans un jeu de rôle, quand tu réussis tes jets d'habileté, c'est de la performance aussi. C'est juste que c'est une performance plus mathématique, plus mécanique. Mais qu'il y ait un spectateur ou non, des fois, ça n'a pas de... En tout cas, pour moi qui fais de l'impro aussi, c'est arrivé de faire des spectacles devant aucun spectateur. C'est pas moins un spectacle pour autant. C'est comme si l'arbre tombe dans la forêt et personne n'est là pour l'écouter. Est-ce qu'il fait du bruit? J'ouvre là-dessus. Moi, je poursuivrais même en disant, mettons, dans les jeux de rôle, à la minute où est-ce qu'on me demande de créer un personnage, à partir de là, je tombe en performance. À partir de là, je ne suis pas Anne-Catherine. Je vais aller créer quelque chose que j'ai envie de jouer. Non seulement les mécaniques, mais surtout d'incarner. Je suis quelqu'un qui est beaucoup aussi dans l'humour, dans le côté comique. J'aime faire rire, donc je vais avoir une volonté d'essayer de faire rire les gens avec qui je joue par des décisions, de me faire rire moi-même, parce que sinon, si c'est pas le fun, je vois pas tellement il est où le plaisir, justement, d'incarner, de se désincarner pour être quelque chose d'autre. Puis... en fait, moi, c'est vraiment ça le gros fun que j'ai à faire du jeu de rôle. Pas tant de réussir la quest ou whatever, ça va être vraiment d'aller être autre chose que moi-même, de jouer, en fait. Ouais. Ça se place plus dans le personnage que dans la narration, le plaisir que tu en ressors. Hein. Oui, en fait, c'est ce qui est à moi. Tu sais, la narration, je la subis avec plaisir, mais c'est pas forcément moi qui va venir tirer les ficelles, tandis que le personnage, je suis maîtresse de tout ce qui va être créé par ça. Fait que c'est là que moi, j'y retrouve mon fun, là. Puis Félix, peut-être que tu pourrais ouvrir sur les modalités particulières de Purgatory House, où quand les personnages actifs décèdent, ils deviennent des spectres, ce qui change un peu leur posture au sein de la partie. Oui, c'est ça. En effet, dans le jeu, lorsqu'on meurt, on peut choisir de hanter un autre joueur. Puis hanter, c'est un jeu de cartes. Purgatory House, on joue avec le blackjack. Donc, hanter quelqu'un nous permet de modifier le résultat du tiré de cartes que le joueur actif est en train de faire. Donc, ça peut être positif ou négatif. C'est vraiment à la discrétion des joueurs. Mais
comme on a instauré un côté plus compétitif, j'ai le sentiment que la majorité des hantises ont eu un impact négatif sur les joueurs parce que les joueurs décédés voulaient se venger, voulaient que d'autres meurent pour pas être le seul à mourir. Fait il y avait un côté vengeance qui est sorti là. Mais ce que je trouve intéressant de cette méthode-là, c'est quand même que lorsqu'on meurt, puis c'était aussi que dans le système de jeu euh, qui est vraiment dédié à créer des parties où les gens meurent rapidement, on est encore dans la partie, on a encore une influence sur ce qui se passe. Ça fait qu'on peut négocier peut-être en disant genre ah, si t'es gentil, je vais peut-être laisser ton tirer se passer comme il faut. Si on a encore une influence sur ce qui se passe puis sur les autres joueurs, alors que dans un jeu plus traditionnel, souvent ben, quand on meurt, puis là, il faut aller prendre une demi-heure dans la cuisine, te faire un autre personnage pendant que les autres continuent la partie sans toi. Puis là, on te réintroduit, mais tu sais, d'habitude, on est complètement éliminé. Je trouve que de trouver un rôle pour les personnages morts, c'était vraiment très conscient, en fait, du créateur du jeu, parce que il était très conscient qu'il allait créer un jeu avec cette réalité-là, que les joueurs seraient éliminés très rapidement. Fait que, sans te créer un autre personnage, sans changer l'histoire pour ajouter un nouveau personnage subitement qui va être interprété par le joueur qui vient de décéder avec son personnage précédent, on te donne simplement un nouveau rôle. Puis là, tu es un peu du côté de la maison hantée. Tu changes de camp. Un peu comme au ballon chasseur quand tu es éliminé, puis là, tu peux aller de l'autre côté des fois, puis tirer quand même les autres. Tu as comme un nouveau rôle de fantôme cette fois-ci. Mais ça, puis même dans les règles de Purgatory House, ça le décrit, le potentiel destructeur que peuvent avoir les spectres ou salvateurs aussi, c'est dans les possibilités. Fait que c'est à nos participants, les participants de gérer leurs interactions entre eux pour s'attirer les bons esprits et éloigner les mauvais. Puis comme tu le mentionnais, effectivement, c'est vraiment une volonté de conception du jeu lui-même, d'aller chercher cette dynamique-là, de permettre une expérience en continu, puis c'est pensé comme étant des parties uniques. C'est plus rare, en fait. Le jeu est conçu pour offrir des parties d'une soirée qui ne s'étendent pas nécessairement sur plusieurs dizaines de soirées, comme on peut le voir avec Donjons Dragons ou avec d'autres jeux de rôle. Et donc, le jeu lui-même va créer ces dynamiques-là, va créer une expérience en fonction de comment il a été conçu. Puis, il y a possibilité, en fait, de créer tant des œuvres théâtrales qui vont varier énormément avec des volontés de conception différentes. Donc, est-ce que, par exemple, en faisant notre spectacle, on souhaite avoir une incidence politique ou est-ce qu'au contraire, on cherche plutôt à faire vivre une expérience poétique en soi qui... Donc, il y a une volonté de conception derrière une œuvre théâtrale et on peut retrouver la même chose derrière la conception de jeux de société ou de jeux de rôle. Dans le jeu de société, notamment, on va remarquer que certains jeux vont mettre de l'avant le système de jeu lui-même comme étant l'élément esthétique principal. Donc, ils vont créer des mécaniques qui s'entrelacent bien ensemble, où le plaisir du jeu est vraiment plus orienté sur comprendre les différentes interactions que le système propose, tandis que d'autres vont vraiment mettre de l'avant la thématique du jeu et proposer des histoires très complexes ou des systèmes de gestion narratif qui vont vraiment mettre de l'avant l'action puis les décisions des joueurs au niveau de la narration. Je serais curieux de vous entendre sur justement cette division-là. Reprenons le bon vieux discours de Board Game Geek, là, Ameritrage versus Eurogames. Donc, quelle serait votre opinion sur cette division-là? Je vais prendre la parole. Moi, en fait, c'est toujours la dualité. En fait, une dualité, c'est plus qu'une dualité. Là. Il y a évidemment un spectre très, très élargi dans le jeu de société, mais dans le jeu vidéo aussi. C'est toujours que je trouve ça intéressant. Je conçois des jeux aussi, puis c'est toujours un souci quand tu as une bonne idée de mécanique, d'intégrer une thématique ou d'intégrer un discours ou d'intégrer du contenu informatif. C'est toujours un danger ou toujours un écueil possible. Puis le contraire est vrai aussi. Une fois que tu as une très, très bonne idée, un bon flash, une saveur que tu vas amener pour la rendre ludique, la rendre fun, c'est extrêmement compliqué. Mais dans la création théâtrale, dans l'écriture en général, c'est la même chose. Il y a un souci esthétique fort. Tu
as une idée de quelque chose que tu veux dire sur le théâtre, quelque chose que tu veux dire sur la littérature, le cinéma, etc. Mais après, il faut que tu aies du contenu qui dure dans le format que tu auras choisi. Là. Et ça, c'est complexe, mais il y a plein de jeux qui réussissent à vraiment faire cette balance-là. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime, un jeu qui a une super belle thématique, dans lequel je me sens dans l'univers dans lequel je vais vraiment m'immerger. Là, je mets des guillemets parce que, évidemment, c'est un univers ludique. Je sais que je suis conscient que je ne suis pas dans l'univers fantastique qu'on me propose le jeu, mais par exemple, je pense à des jeux comme Robinson Crusoe. C'est un jeu de société qui est un jeu coopératif de survie là, avec des scénarios, tout ça. C'est un jeu qui est super intéressant parce que, en fait, il y a des règles hyper contraignantes, hyper complexes. Toutes les règles devraient être là pour que le jeu tu te sentes dans une mécanique vraiment. Mais le jeu, l'angoisse des mécaniques, elle est tellement bien faite, elle est tellement bien balancée que avec les autres joueurs et joueuses, tu vas vraiment angoisser pour survivre. Tu vas vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on peut optimiser nos décisions dans le jeu pour que ce soit le plus efficace possible, mais aussi qu'est-ce que Robinson Crusoe ferait? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais sur une île déserte? Tu devais survivre. Tu es comme, est-ce qu'on construit un toit à notre abri ou est-ce qu'on va chasser un tigre? Tu es comme, ouais, on a besoin de nourriture, ouais, mais en même temps, il va pleuvoir ce soir. Tu es comme, je sais pas qu'est-ce qu'il est mieux de faire. C'est le fun parce qu'il y a cette nuance-là, mais il y a plein de jeux qui apportent ça. Ici, la mécanique contribue à la narration puis à l'immersion à quelque part. Exact. C'est là que tu as un jeu que je trouve être du génie. Tu sais. Puis dans un jeu de rôle, c'est tough parce que c'est le maître du donjon, le DM, qui a tout ce rôle-là d'orchestrer ça. Puis dans le théâtre aussi, il y a ça, c'est t'as beau avoir amené ton sujet avec brio, si moi je ne suis pas intéressé par ta pièce de théâtre, si je m'endors, si je trouve ça ennuyant, ou s'il y a un défaut, les acteurs, les actrices sont pas justes, le texte sonne faux, la mise en scène n'est pas crédible ou elle manque de profondeur, ou justement elle n'est pas assez épurée, tu n'arrives pas à cet équilibre-là non plus. C'est comme le grand débat du fond ou de la forme, là. Tu sais, que c'est comme, il faut que tu en choisisses, on dirait. En tout cas, moi, justement, un peu de la même façon que David, j'ai pas le goût de choisir. Je veux que les deux viennent de pair ensemble. Je veux que ce soit nice. Ces temps-ci, il y a une mode au théâtre qui va être de prôner justement une forme vraiment cool. Fait que là, il y a plein d'effets visuels, il y a des vidéos en arrière, il y a des affaires. Puis au final, tu ressors, puis t'es comme, OK, mais je me suis pas fait raconter d'histoire. Il n'y avait pas de fond, c'est juste du monde qui pitchait du texte en se touchant les mamelles, tu sais, fait que ça devient un petit peu, bon, c'est pas ça pour vrai, là, excusez, mais tu sais, ça devient un petit peu inintéressant quand il y en a un qui l'emporte sur l'autre. De la même façon que David avec Robinson Crusoe, moi, mettons, je sais pas si vous avez déjà joué à Mountain of Madness, qui va essayer de te rendre de plus en plus fou de par ses mécaniques, de par son esthétique. À un moment donné, ça va te dire de fermer un œil, de lire tout le temps tout en faisant un rose toi-même. Fait que tu finis la partie, tu te sens fou complètement. Donc, la thématique va être rejointe par la mécanique de jeu. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est là que tu viens de créer une perle, une espèce de petit chef-d'œuvre. Il ne faudrait pas que l'un vienne sans l'autre. C'est comme un duo qu'il faudrait constamment qu'ils se tiennent la main, mais c'est dur. C'est vraiment un équilibre qui n'est pas... c'est pas facile là, de trouver donnant-donnant dans chaque. Fait que, ouais, c'est... Puis il y a un... Ah, vas-y. Mais j'allais dire, mais c'est dur, puis c'est un problème qu'on trouve dans d'autres formes. Là, je penserais au cinéma, par exemple. Il y a des films à très gros budget, style Ghost in the Shell, que j'ai envie de nommer, qui sont visuellement super beaux, mais qui ont un peu perdu de l'idée de narration que leur contenu d'origine offrait beaucoup à leurs spectateurs. T'sais. Puis c'est souvent ce qui va créer une belle expérience, que ce soit un jeu vidéo, un film, une pièce, c'est justement un bel investissement dans chacun de ces côtés-là. Que ce soit l'histoire qui est racontée. Puis quand je dis histoire, ça n'a pas besoin d'être une histoire qui est chronologique. On peut avoir une pièce tableau qui est super intéressante. Mais on a besoin de se sentir investi dans une narration qui est pertinente et qui nous embarque rapidement dans son ambiance. Puis le reste, le visuel ou la mécanique, est là pour contribuer, puis vient en fait ajouter à cette expérience-là. Puis c'est là qu'il n'y en a pas un avant l'autre. C'est que c'est les deux ensemble qui s'élèvent
d'un côté. Parce que même si tu as un super de beau texte, parfois, si tu n'as pas le visuel pour raconter ce qui vient avec, ou je sais pas, l'ambiance sonore, ou quoi que ce soit, d'avoir juste un truc tout seul, ça serait toujours, je pense, puis je pèse beaucoup mes mots en le disant, mais ça sera toujours moins bien que d'avoir un point fort dans chacun de tes critères, là. Mais là-dessus, mais autant dans le théâtre que dans le jeu, tu sais, il y a la mécanique. Dans le théâtre, c'est les textes, c'est la mise en scène, etc. Tu as, t'as vraiment la performance, comment les gens jouent, puis on utilise le même terme, là, étrangement. En fait, c'est pas étrange du tout. Mais tu as aussi, l'esthétisme qui est vraiment qui est comme une autre couche. Puis souvent, je trouve ça drôle parce que je joue avec beaucoup de personnes différentes, puis je présente des jeux avec beaucoup de monde. Puis j'ai fait de l'impro aussi. C'est souvent la même question. Sont comment, mais ça c'est laid, ou ça c'est vraiment beau. Ou pourquoi est-ce que ce jeu-là, on paye aussi cher pour avoir ces petits matériels-là, ces petits bonhommes-là en imprimante 3D, c'est pas si nécessaire. Puis des fois, être épuré puis être extrêmement sobre, ça a une valeur. Mais moi, un jeu que j'imprime moi-même, que je fais moi-même, c'est pas beau, c'est pas le fun. La manipulation du matériel n'est pas la même chose. Puis ça va être la même chose dans une performance scénique. Il faut qu'il y ait ce souci d'esthétisme-là, d'équilibre-là, qui vient vraiment englober l'expérience. Ça fait une différence toujours. Puis je pense que dans le jeu en particulier, dans le jeu vidéo, on ne va jamais critiquer si un jeu vidéo est super beau. Ça ne fait pas de lui un super bon jeu. Mais si il est super laid, souvent les gens vont être fâchés. Mais dans le jeu de société ou dans le jeu de rôle, quand on a ce souci d'esthétisme-là, il y a toujours une valeur ajoutée si ça vient évidemment avec le contenu, avec la performance, et avec un bon jeu, une bonne narration, une bonne histoire. Ce que je trouve particulier de vos interventions, c'est qu'on a nommé plusieurs exemples, puis ils sont chacun dans leur créneau bien précis. Anne-Catherine, l'exemple que tu as nommé impose des façons de jouer aux différents joueurs, puis c'est là où l'accumulation des différentes règles va créer un effet sur le joueur ou la joueuse. On va finir par avoir 50 affaires différentes à faire en même temps, puis on ne comprend plus où vont nos bras, on ne comprend plus sur comment fonctionner. Tandis que Robinson Crusoe, comme nous a présenté David, ça, c'est vraiment plus au niveau de... Ça nous offre différents choix. Il faut comprendre leur incidence entre eux. Puis c'est là que ça devient difficile de s'orienter, en fait, dans le jeu. Puis c'est là que le plaisir se trouve. C'est que ça émule ou ça simule ce qu'on peut ressentir quand on est sur une île déserte. Félix, lui, nous a apporté la question de la narration, du fait que c'est important d'embarquer dans une histoire qui n'est pas nécessairement linéaire, effectivement. Et puis justement, c'est sur ce point-là que j'aurais envie de diverger légèrement. La question de la narration, si par exemple, on va prendre le jeu d'échecs. Donc, un jeu non narratif par excellence, qui est même pratiquement résolu au niveau... donc, on peut y trouver une légère narration. On peut voir des soldats, on peut voir le terrain de guerre qui se déploie. Malgré tout, ça reste des entités logico-mathématiques. Le cavalier va se déplacer 2 cases par en avant, 1 case sur la droite, puis ça reste un quadrillé cartésien. Fait que la narration est plus appliquée sur l'échiquier lui-même que dans la conception des règles elles-mêmes. On est d'accord. Donc, j'étais curieux de connaître pour vous quelle était l'importance de la narration, soit dans le design de jeu ou même dans la dramaturgie. Où est-ce que ça se place pour vous dans une œuvre, la question de la narration? Est-ce que c'est primordial? Est-ce qu'au contraire, on peut très bien s'en sortir sans? Est-ce que les possibilités sont infinies? Je crois que ça dépend beaucoup de ce que tu cherches à faire vivre à ton joueur, à ton spectateur, à peu importe. Comme tu as dit, il y a des jeux dépourvus de narration qui sont super le fun et qui ont un côté vraiment très distrayant. Par contre, je crois que du moment que tu cherches à raconter quelque chose, carrément à entrer dans une histoire, à présenter des personnages, une intrigue, tu veux que ton joueur s'investisse dans cette intrigue-là, que ce soit drôle, que ce soit sérieux, que ce soit une enquête, je pense qu'à ce moment-là, c'est très important parce que
de donner beaucoup d'attention à cette section-là. Il y a des jeux qui sont linéaires où tu prends aucune décision qui sont excellents, comme il y a des jeux sur lesquels le joueur a beaucoup d'impact et qui sont tout autant excellents. Puis il y a des mauvais cas dans tous les types de jeux, je pense aussi. Mais je pense que personnellement, puis c'est vraiment très subjectif, quand on essaie de me vendre une histoire, puis que j'avance, puis que l'histoire elle est longue, puis elle n'est pas pertinente, c'est dur de me garder accroché parce qu'il y a tellement d'autres jeux qui pourraient m'intéresser à ce moment-là que je vais avoir, à un moment donné, je vais finir par me fatiguer puis aller essayer un nouveau jeu. Je me rendrai peut-être pas au bout de l'expérience. C'est drôle parce que moi, je suis pas là-dedans du tout. Moi, je suis vraiment un grand fan des jeux très narratifs. Pas dans le jeu, c'est drôle parce que dans le jeu vidéo, j'aime pas les jeux narratifs du tout. Mais dans le jeu de société ou dans le jeu de rôle, j'aime ça quand c'est extrêmement narratif. Par exemple, moi, mon jeu top 1 numéro depuis toujours, c'est Sherlock Holmes, le conseil détective, là, les enquêtes. Il y en a plus d'une trentaine là, qui sont sorties. Puis, je les ai toutes faites parce que pour moi, c'est l'ultime jeu, bien que ce soit au final un livre dont vous êtes le héros boosté, c'est stéroïdes. Pour moi, c'est ça. Puis je lis une histoire. En fait, on fait juste lire, c'est moi et ma blonde, puis on lit une histoire, puis on est comme, on devrait lire la partie 102. C'est un peu ça, mais c'est vraiment le fun. Mais je pense pas qu'on se contredit, je pense qu'on dit la même chose. C'est que mais l'histoire, ouais, c'est ça. Il faut que l'histoire soit bonne. Oui, effectivement. Quand c'est fait finement, c'est délicieux, mais en même temps, pour moi, il y a de la narration. Même quand il n'y a pas de narration, il y a de la narration, en fait, parce que le jeu, l'expérience qu'on va vivre, ce que les joueurs, les décisions qu'ils vont prendre ou le hasard du jeu vont emmener une narration. Moi, j'ai emmené ici un autre jeu qui fait partie de mon top 10, qui est le jeu Perudo. Il doit être à l'envers pour les nombreux téléspectateurs. Mais Perudo, c'est un jeu de hasard et de bluff où on va lancer des dés, puis on va comme un peu pousser sa chance pour essayer de garder nos dés puis faire perdre les dés aux autres. Puis moi, à chaque fin de game, on revient avec les autres sur la game. On est comme, tu te rappelles-tu quand il me restait juste un dé, puis je suis revenu à 3 dés, puis toi, j'ai gagné. Puis on se parle de nos performances, puis on est comme, c'est un jeu absolument sobre. Là. C'est des dés avec 6 faces, bien ordinaire. Mais il y a une narration qui se passe, il y a un événement, on va aller au-delà du jeu, on va sortir du jeu, puis nos performances respectives, puis moi qui va braguer aux autres, je suis comme, je vais te péter. Ah ouais, j'ai 6-5. Non, il y a au moins 6-5 autour de la table. Puis dans tout ça, il y a finalement une narration qui se déroule. Comme si la narration était une propriété émergente du jeu. Comme tu dis, je sais pas où te pointer, mais j'imagine que tu es là. De ce côté-là, oui. Exact. Pour moi, ça fait partie des indispensables d'un jeu, de n'importe quel média, en fait, que je vais consommer. J'embarquerai pas dans quelque chose si la narration est faible ou peu présente. De l'inventer par après, OK, mais pour la longévité de la chose, il y a un moment donné que je vais arrêter de jouer à certains jeux si l'univers, la thématique, ce qui englobe mon expérience n'est pas forte. Par exemple, les échecs, OK, c'est le fun une fois. Je vais m'inventer, excusez, là, c'est vraiment trash ce que je dis. Il y a des gens qui adorent les échecs, puis c'est très cool, là, vous avez le droit. Moi, j'ai pas le goût de jouer une deuxième partie. J'ai pas, tu sais, je veux dire, j'ai pas... faut que je travaille fort pour avoir envie, tandis que quelque chose qui a une histoire, j'aime ça me faire raconter des histoires, j'aime ça que ce soit porteur d'un univers plus grand que moi, que ça me sorte de mon petit quotidien. Donc, pour moi, c'est un indispensable justement à la longévité de quelque chose, à la rejouabilité de quelque chose. Moi, je suis le genre de personne qui va réécouter des films et qui va relire des livres quand je les ai aimés. Je suis jamais sortie de ce stade-là de l'enfance où est-ce que tu écoutes en boucle un film. Là. Je suis comme ça, je fais la même chose avec des jeux. Fait que c'est vraiment important pour moi que ce soit prenant. Ouais. Je sais pas si prenant, c'est le bon terme, là, mais que ce soit englobant. Immersif, si on veut prendre le mot yes. Encore une fois, moi non plus, je suis pas sûre, mais je suis en bas, juste en bas pour toi. Ah, regarde, OK. Je pense qu'il y a beaucoup de
En fait, il y a beaucoup de l'anticipation de la part des joueurs et des spectateurs. Tu sais, moi, je serais du genre à me dire, moi, je suis assez de ton avis là-dessus. Je suis très, très narration, mais j'aime beaucoup les échecs aussi. Si on se disait, on se prépare un tournoi d'échecs entre amis, je sais que j'embarquerais, puis que je serais compétitif, puis je créerais de la narration avec mes amis autour de ça. Tu sais, je crois qu'il y a quelque chose de la préparation mentale, un peu comme quand on va voir un film ou une émission, puis qu'on a déjà des attentes. Ça peut agir positivement ou négativement sur notre expérience de jeu. Je crois qu'il y a un peu de ça aussi, de visionnement, je veux dire. Mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi sur notre expérience de jeu. T'sais. Si on se prépare à jouer au loup-garou de tierce-lieu, on sait qu'on va y jouer, on s'attend à ça, puis on sait qu'on peut avoir du fun avec ça. Si on s'attend à se faire raconter un truc, on veut se faire raconter un truc, puis c'est le sentiment qu'on va rechercher tout au long du truc. Fait que si on me vend un jeu qui me raconte une histoire, puis que j'ai pas d'histoire au final, c'est plus là, je pense que je vais avoir tendance à être déçu. Que si je sais que je m'en vais jouer à Perudo, par exemple, avec mes amis, je sais absolument qu'on va avoir du fun à se mentir, à se trahir, à se baver entre nous là, tout le long de la partie. Mais moi, je pense que le niveau de narration, tu sais, parce que le niveau de narration, en fait, puis de compréhension de l'histoire va aussi dépendre de notre compréhension des codes. Là, je ne suis pas sûr du bon langage, mais la compréhension des codes, par exemple, pour Anne-Catherine, tu sais, les échecs, ça raconte rien, tu sais, mais moi, dans ma tête, en fait, je suis sûr que des professionnels des échecs, des fois, ils regardent des parties d'échecs et sont comme oh wow, tu sais, on vient de vivre quelque chose. Mais moi, je m'en vais voir, par exemple, un spectacle de danse. Tu sais. Puis moi, je n'ai pas les codes pour comprendre un spectacle de danse. Je ne m'y suis pas intéressé parce que je n'en ai pas assez vu, j'en ai pas fait. Puis je vois le spectacle de danse, puis je suis comme, tu sais, là, je regarde les gens à côté de moi, puis je suis comme, qu'est-ce que tu as compris, toi? Puis là, les gens, ils pleurent. Puis je suis comme, ah, OK. Puis je suis content que les gens comprennent tu sais, quelque chose, mais moi, ça ne vient pas me chercher. Puis je ne suis pas en train de dire que la danse, c'est pas intéressant. Je suis en train de dire que c'est une question de. Si on comprend les codes nécessaires dans la performance artistique, dans le cinéma, la danse, mais aussi les jeux, si on comprend en fait, qu'est-ce qu'on essaie de dire ou qu'est-ce que les performeurs ont dit, ça peut nous toucher, puis ça peut nous raconter une histoire. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Finalement, plus tu vas jouer à un jeu, plus tu vas approfondir un peu les mécaniques. Puis des fois, il y a des jeux qui sont super intéressants parce que tu y joues pour la première fois, puis tu es comme, je ne sais pas où je m'en vais, je suis complètement perdu, je viens de vivre quelque chose de fantastique. Puis qu'à un certain point, si tu comprends trop le jeu, tu es comme, ah là, c'est plate, là, je connais la stratégie gagnante. Par contre, quand tu vas voir une pièce de théâtre, tu la regardes une fois, puis tu peux avoir compris quelque chose, puis la personne à côté de toi peut avoir compris complètement autre chose. Puis ça, le jeu ne fait pas vivre ça de la même façon qu'une performance scénique peut le faire. C'est là la force, je pense, de l'esthétisme du théâtre, du cinéma, de la peinture, de la littérature. Mais pour cette division-là, il y a que le jeu est basé en fait sur une interprétation claire, souvent numérique. Il y a des chiffres, il y a des dés, il y a 4 pinouches qui sont empilées l'une sur l'autre. C'est pas la même chose que 2 pinouches empilées l'une sur l'autre. Tandis qu'au théâtre, au contraire, c'est beaucoup plus interprétatif. On te fait une proposition qui peut aller dans n'importe quelle direction, qui peut être composée de n'importe quelle façon, puis ça va appartenir au spectateur ou à la spectatrice de le recevoir puis de l'interpréter. Autant ça appartient au spectateur ou à la spectatrice d'interpréter la pièce qu'il ou elle regarde, autant ça appartient au joueur ou à la joueuse d'interpréter le système de jeu pour s'y investir, puis pour justement développer la compréhension de ce dernier, puis pouvoir l'approfondir le plus encore. On parle de jeux narratifs, on parle de théâtre, on parle de jeux de rôle, on parle de jeux abstraits, mais dans tous les cas, ça fait quand même vivre quelque chose soit aux joueurs ou aux spectateurs qui participent à l'expérience. Donc, il y a moyen de créer des effets avec les différentes propositions, que ce soit ludique, que ce soit scénique ou artistique. Puis j'étais curieux prenons l'exemple de la tension, de la peur, de la crainte. Tantôt, David, puis là c'est octobre, là, c'est l'Halloween, on fait des jeux de rôle d'horreur, on est dans la thématique spooky.
David, tu nous parlais de Robinson Crusoe qui réussit à créer une tension autour de la table de est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui serait optimal de se faire un toit ou d'aller chasser le tigre. Fait qu'il y a une incidence mécanique du jeu de rôle sur les participants. Tandis que dans un jeu narratif, on va plus créer des ambiances, tout ça. Est-ce que vous auriez soit des exemples forts ou des procédés qui vous avaient surpris, qui ont créé des émotions particulières chez vous que vous souhaiteriez nous partager, ou peut-être même des idées que vous souhaiteriez explorer de telles mécaniques ou de tels effets à créer? Moi, je dirais que ce soit dans le jeu de rôle, dans le théâtre ou même des fois dans des jeux de société. Les jeux vidéo aussi, ça fait ça. Je suis une personne assez nerveuse dans la vie. Je suis quelqu'un d'angoissé en général. Fait que moi, des suspens de longtemps où est-ce que les décisions reposent sur toi, sur ta compréhension de ce qui est en train d'arriver. Ça vient de marcher. Ça, je capote. J'ai le goût d'aller me faire quelque chose de chaud, d'aller me changer les idées. C'est un procédé que j'ai vu souvent au théâtre, de voir quelqu'un qui va, hop, là, il y a un silence, là, les lumières se ferment lentement. Puis là, tu es laissé tout seul avec ta compréhension du monde, puis c'est très angoissant, puis ça crée de la peur, puis ça crée des attentes, puis ça crée dans le jeu de rôle, je trouve que souvent, c'est un procédé que les gens ont utilisé. Et même dans certains jeux de plateau, dans des jeux de cartes, où est-ce que tu te retrouves avec beaucoup d'options, où est-ce que là, le monde s'offre à toi, puis que c'est un peu chez Anne-Catherine. Je dirais que c'est le plus fort. Mais dans le jeu vidéo, effectivement, tu disais c'est présent. Puis là, avant, les gens ne le savent pas. Et on se parlait les quatre ensemble avant le début de la table ronde. Ouais, on a échangé des idées. Puis je vous parlais un peu de réalité virtuelle, puis je vous parlais un peu des limites de l'immersion. Puis parce que jusqu'à un certain point, pour vivre le suspense puis vivre la peur, tu peux aller dans des maisons hantées, dans des fausses maisons hantées, à la ronde, les maisons hantées pour Halloween. Tu peux aller, je dis tu pouvais aller avant qu'il y ait un confinement, mais ça, c'est une autre question. Il y a un suspense énorme au confinement, on est d'accord, à chaque mois. Ça, c'est autre chose. Mais il y a une certaine limite qui fait qu'à un certain point, tu sors du jeu. S'il y a trop de peur, trop de tension, si tu veux faire vivre l'angoisse ou faire vivre la peur ou l'horreur, tu peux pousser jusqu'à un certain point puis faire vivre des choses à des gens, les mettre dans des situations réelles, dans des situations où ils vont craindre pour leur vie pour vrai, où ils vont avoir envie de partir à courir pour vrai. Puis moi, j'ai essayé des jeux d'horreur en réalité virtuelle, Resident Evil 7 sur PSVR, puis à un certain point, j'étais comme « Hey, savez-vous quoi? J'ai pas de plaisir. J'ai plus de fun, moi. J'ai vraiment peur. J'ai juste envie justement d'aller me faire une tasse de thé, mais genre d'aller dans toutes mes couvertes puis de plus vivre. Puis ça, pour moi, c'est la fin du jeu parce que je suis plus en train de vivre le jeu de façon consciente, c'est-à-dire je me projette dans un jeu, dans un univers qui n'a pas de conséquences. Donc là, je suis en train d'avoir des conséquences réelles. Ma patate, elle pompe. Puis je me sens pas bien. C'est correct qu'il y a des gens qui adorent ça, mais pour moi, c'est comme... si je veux faire vivre de l'horreur, tu peux aussi mettre quelqu'un qui va me courir avec un couteau puis me poignarder, mais j'ai plus de fun parce que je vais mourir pour vrai. Puis c'est ce que j'aime avec le cinéma puis le théâtre, c'est que tu peux vivre des angoisses puis des suspens. Genre, tu mets une musique hyper inquiétante. Dans la vraie vie, quand il y a une situation horrifiante, il n'y a pas de musique avec un trombone qui fait bam, bam. Mais dans le cinéma, dans le théâtre, c'est possible. Puis là, t'es comme... Je vis une émotion qui est complètement détachée de la réalité. Puis moi, c'est là que je trouve ça astucieux. Quand c'est vraiment un effet esthétique, narratif, qui me fait vivre une émotion qui n'est pas reliée à la chose réelle. En tout cas, je vais peut-être aller loin là, parce que vous m'avez fait revivre des émotions. Mais est-ce que c'est pas... Puis là, ça, c'est comme un vrai questionnement d'Anne-Catherine en ce moment. Est-ce que c'est comme pas une réussite totale d'un film ou d'un jeu vidéo que tu sois obligé de faire pause puis de faire OK, time out, là. Je dormirai pas si je vais pas me chercher un sandwich à la crème glacée puis que je pense pas à autre chose, là. Mettons, moi, j'ai écouté dernièrement Train to Busan. Je capote sur les films de zombies. Ce film-là, il a fallu que je l'arrête. Il a fallu que je l'arrête puis que j'écoute My Little Pony parce que j'étais plus capable. Est-ce que c'est pas une réussite totale du médium?
Tu viens de nommer les 2 exemples qui m'ont le plus horripilé dans la dernière année. Train to Busan, si vous êtes fan de films de zombies, parenthèse, c'est un excellent film coréen genre, à voir C'est absolument. excellent, mais c'est pas regardable. C'est excellent. À voir sans plus attendre. C'est pas regardable. C'est à peu près tout le temps qu'on avait pour la discussion Non. ce soir. C'était tellement une bonne question, Anne-Catherine. J'aurais voulu qu'on en jase pendant 1 heure. Ben, écoute, si On quelqu'un... reste connecté. On reste connecté puis on poursuit ça hors d'onde, entre nous. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait avoir le mot de la fin, une petite pensée poétique ou... Je vous laisse un moment de réflexion. C'est tough, il y a tellement de choses intelligentes qui sont dites. Surtout que là, on finit sur Train to Busan, c'est pas regardable. C'est pas... Vous trouvez comme de quoi de... Mais le mot de la fin, ça peut être ça aussi. Train to Busan, c'est pas regardable. Et ils ont annoncé une suite. Je sais pas si... Ben, en fait, moi, je voulais dire une chose un petit peu intelligente. Ben, je pense, c'est peut-être complètement débile, mais moi, en fait, je pense, pour répondre à la question d'Anne-Catherine en même temps, un petit peu, moi, je pense pas que plus de réalisme égale plus de réussite. Je pense qu'on n'est pas plus dans l'esthétisme que dans le jeu si on est plus dans le réalisme. Mais ça, c'est une opinion personnelle. All right. Eh bien, merci beaucoup Anne-Catherine. Merci beaucoup David pour votre présence ce soir. Ça a vraiment été un plaisir de jaser avec vous. Donc, merci beaucoup. Hey, de même, c'était full fun. yes. Bravo. Donc, Félix et moi, on vous revient dans quelques instants pour nos prédictions quant au déroulé de la 3e et ultime partie de Purgatory House la semaine prochaine. Restez avec nous. Rebonsoir tout le monde, c'est le moment de faire nos prédictions pour les potentiels vainqueurs de la 3e et ultime partie de Purgatory House. Je vous montre à l'écran à l'instant les survivants des dernières parties. On a donc Crystal, interprété par Patricia Goulet, Kevin Thompson, joué par Mathieu Gatien, Manon, le cerveau Bédard, par Ariane Trépanier, Marc-Olivier Marco Polo Saint-Paul par Mathieu Doucet et Pinky Gonzalez, interprété par Mélania Balmaceda Venegas. D'après toi, Félix, comment ça va se passer tout ça? Très bien, je propose qu'on y aille dans le même ordre que tu viens de suggérer. Fait que si on part avec Crystal, alors Crystal, elle va encore bien, elle a pas perdu son matériel, elle a quand même un fusil sniper qui lui a pas énormément servi jusqu'à présent. Donc, je pense qu'elle est quand même en forme. On a vu une joueuse prudente. Elle a des bonnes chances, d'après moi, de survivre jusqu'à la fin de la partie sans problème. Puis, elle a encore sûrement des cartes en main, sans un mauvais jeu de mots. C'est un jeu de cartes auquel on joue quand même, qui vont lui rester. Fait que je pense si on veut un sure shot, un choix prudent, c'est Crystal pour la prochaine partie. Écoute, je me dois d'être d'accord. On a juste ici la courbe de Crystal. On voit qu'elle échoue assez rarement ses tests. Elle semble jouer de façon très prudente. Puis elle conserve une moyenne relativement basse. Donc on suppose que son implication n'est pas constante. Mais une bonne moyenne, positive tout de même. J'ai donc assez foi dans les performances de Crystal. Très bien. Après Crystal, on a Kevin Thompson. Précisément.
Kevin Thompson. Eh bien, pour Kevin Thompson, c'est un joueur assez intéressant parce qu'il a beaucoup interagi au cours de la partie à laquelle à laquelle il a participé. Euh, Puis, il a réussi énormément de ses tentatives de tirer de cartes. Donc, cependant, j'ai l'impression qu'il s'est un peu mis une cible au-dessus de la tête au cours de la dernière partie parce qu'il a apparu comme un joueur très, très fort. Puis, je ne sais pas si les autres joueurs vont justement lui faire confiance ou vouloir l'aider, sachant qu'il pourrait être un adversaire ou pas assez coriace. Définitivement. D'ailleurs, voici les performances des insouciantes et insouciants. Pour explication, tout le monde, ça ici, les courbes, en fait, à chaque victoire que les retirer des points sur cette ligne. Et on peut voir ici la performance de Kevin Thompson qui est absolument fulgurante, et ce, malgré les deux spectres qui l'auront hanté à la fin de la partie. Bien, on continue. La prochaine personne, ce sera Et c'est à Manon. à Manon. Ouais. Et Manon, on a là encore une joueuse avec Ariane qui choisit dans quoi elle va s'investir ou pas. Donc, très stratégique. Son but, c'est visiblement de se rendre à la fin. Puis, elle ne prendra pas de risque pour les autres, à moins que ça ait l'avantage. J'ai l'impression que j'ai reçu pendant la première partie. C'est partagé. Alors, c'est certainement un des grands personnages sur lequel miser, je crois, pour la dernière partie. Mais un peu à la même manière que Kevin Thompson, je pense que ça lui met également une cible au-dessus de la tête. On a vu de quoi elle était capable dans la première partie. Alors, les joueurs sauront à quoi s'attendre pour la suite des choses. Effectivement, il va falloir s'attirer la sympathie des morts pour le succès de cette ultime entreprise. Par contre, si on regarde les statistiques de Manon, donc on peut voir qu'elle a commencé à peu près au même niveau que Crystal, donc des succès constants au début de la partie, malgré une implication qui était discrète. Et vers la fin, ça s'est corsé. Là, on l'a bien vu à la fin de la partie, quand les escaliers sont effondrés, là, à la fin de la partie, donc les dégâts pleuvaient et ça a été difficile pour tout le monde, notamment pour Manon. On poursuit avec Marco Polo, c'est bien ça? Exact. Alors, Marco Polo, c'est un joueur qui s'est fait discret en raison notamment de problèmes de connexion à la première partie, mais on ne devrait pas vivre ça pour la prochaine, si tout va bien, évidemment. Donc, c'est peut-être difficile d'imaginer comment il va s'inclure dans les péripéties suivantes. Cependant, j'aimerais rappeler qu'il a toujours sur lui son ensemble de crochetage et qu'il est le seul à avoir un outil de ce type-là. Donc, il est un atout pour l'équipe et pour leur permettre de prendre des raccourcis et donc moins de risques. Et je crois qu'à ce niveau-là, le reste des joueurs vont être obligés de le protéger à quelque part parce que ça risque d'être un élément clé pour le déroulement de leur partie. Effectivement, à mon avis également, c'est la poursuite de la première séance. Donc, le groupe se devra de protéger Marco Polo comme il y a des capacités qui peuvent s'avérer absolument essentielles dans une maison hantée. Et comme on le constate sur sa trajectoire juste ici, on peut voir que lui aussi se tient dans la moyenne malgré une présence qui alternait entre l'absence et la présence. On pourra terminer avec Pinky Gonzalez. Alors, Pinky Gonzalez, donc pour finir, qui a... non, Pinky, je pense que tout va bien. C'est un peu la joueuse qui s'est bien tirée. Elle a aidé les autres. Moi, je pense que la grande force de Pinky, puis ce qui la démarque, c'est qu'elle a aidé les autres joueurs tout au long. Donc, pour un joueur qui va la rencontrer ou pour un joueur avec qui elle était déjà, elle représente un allié potentiel et donc pas une menace. Et je pense que ça, c'est tout à son avantage. Sinon, on a un personnage qui avait des traits très physiques qui peuvent être utiles dans plein de situations. Évidemment, elle est un peu blessée pour l'instant, mais on espère qu'elle va pouvoir se reposer un peu avant la suite des choses. Si elle arrive à le faire, à reprendre donc un peu de force avant la fin de la partie, je crois que un peu comme pour Marco Polo, elle va être conservée en vie par les autres joueurs parce qu'elle est un atout, elle n'est pas une menace. Et donc, la compétition ici est moins sordide qu'entre, par exemple, un futur Kevin Thompson et Manon qui vont se rencontrer. Je ne sais pas si ça va bien se passer de ce niveau-là. Potentiellement, effectivement.
Mélania, selon moi, a joué une méta-partie pendant le festival. Elle a donc joué pour se faire des amis, ce qui est une stratégie tout à fait gagnante à mon avis, car quand les esprits sont derrière toi, le monde entier l'est aussi. Et comme on peut voir juste ici sur les performances de Mélania, c'est surtout en fin de partie qu'elle a prouvé sa valeur, tandis qu'en début de partie, son implication était plus discrète. J'ai donc foi que ça se poursuive dans une progression constante. Et si j'avais à choisir deux potentiels survivants à cette ultime séance, je dois l'avouer, mon vote s'arrêterait sur Kevin Thompson et Manon. Bon, pour la simple et unique raison que Manon, un personnage de potentiel soutien avec sa trousse de soins, et Kevin, notre gros beef qui a fait ses preuves, selon moi, c'est un duo gagnant potentiellement. J'ai bien hâte de voir le déroulé. Mais moi également. Merci pour les prédictions, Raphaël. Et ça fait grand plaisir. Merci à toi, Félix, pour ton opinion fort éclairée. Ça fait plaisir. Et c'est terminé pour ce soir. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Encore une fois, un énorme merci à Anne-Catherine et David pour leur participation à la diffusion d'aujourd'hui. Merci à notre maître du jeu pour ses commentaires éclairés et surtout un colossal remerciement à vous, spectatrices et spectateurs. Nous vous reviendrons dès samedi 17h pour l'ultime débandade au cœur de l'horrible manoir hanté de Camilla. Les survivantes et survivants des dernières séances se retrouveront pour tenter de s'échapper une fois pour toutes du manoir maudit. Ne ratez pas votre dernière chance de voir nos participantes et participants à l'œuvre et courez-vous la chance de remporter un lot de jeux de rôle de la maison d'édition Wicked Clever, comprenant une édition limitée de Purgatory House, le jeu de rôle que nous vous présentons lors du festival. On se retrouve donc sans faute samedi prochain, le 31 octobre, ici même, à 17h pour la dernière diffusion. Ciao, bye!